Bonsoir à tous. Au nom de toutes les équipes de la Fondation ARC, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce 4e webinaire. Je suis Nancy Abouzet, directrice scientifique de la Fondation ARC, et je vais avoir le plaisir d'animer la petite heure qu'on va vivre ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, les liens entre cancer et vieillissement. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Soubeyran avec nous. Bonsoir Pierre. Bonsoir Nancy. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, alors Pierre Soubeyran, je suis oncologue médical à l'Institut Bergonié depuis quelques années, comme ma petite tonsure le montre bien. Et je suis orienté en oncogériatrie depuis pas mal d'années quand même. J'ai commencé il y a 30 ans à peu près à réfléchir en m'enrichissant beaucoup avec les compétences des gériatres. Bienvenue Pierre. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quelques informations pratiques à partager. Ce webinaire va durer environ 45 minutes. On va commencer par 30 minutes pendant lesquelles on va pouvoir explorer ensemble les liens entre cancer et vieillissement et où vous pourrez, Pierre, nous présenter le projet que vous portez dans ce domaine et qui s'intéresse particulièrement au cancer du poumon. Toutes les personnes qui assistent à ce webinaire pourront poser leurs questions dans le chat. Et à la fin des 30 minutes, on va se laisser un petit quart d'heure pour pouvoir répondre au maximum de questions possibles. Voilà, n'hésitez pas pendant tout le long des discussions qu'on va avoir à poser vos questions dans le petit chat qui est à droite de votre écran. Alors, on va démarrer tout de suite. Donc, pour pouvoir aborder ce sujet sur cancer et vieillissement, et donc dans l'objectif forcément de mieux comprendre comment est-ce qu'on peut mieux traiter, mieux soigner les patients âgés. Avant de rentrer directement sur ce sujet, juste positionner un petit peu les choses dans leur contexte. Donc le cancer, il y a des cancers qui surviennent à tous les âges. Il y a des cancers qu'on observe dans les populations pédiatriques, comme vous le voyez sur ce schéma, c'est la partie rose à gauche du diagramme. Il y a des cancers qu'on observe chez les adolescents et les jeunes adultes, et puis des cancers qu'on observe chez les adultes, donc c'est la partie jaune. Et vous voyez que le nombre de cancers augmente plus on avance en âge, puisque le cancer est une maladie qu'on observe vraiment avec une incidence qui augmente avec l'âge. Et en 2030, un cancer sur 2 surviendra même chez les plus de 75 ans. Donc, il y a un vrai sujet sur les liens entre cancer et âge. Donc, nous, à la Fondation ARC, on s'intéresse à ces questions-là. On a des programmes de recherche qu'on soutient à toutes les étapes qui sont décrites sur ce schéma. Mais aujourd'hui, ce soir, on va parler plus particulièrement de la partie droite du schéma, des liens entre le vieillissement et le cancer. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Pierre, est-ce que vous pouvez prendre un instant pour nous expliquer finalement comment est-ce qu'en cancérologie, on définit une personne âgée ? C'est une vraie question, parce que ce n'est pas si simple que ça, en fait. La première chose, c'est que l'âge civil ne définit pas l'âge physiologique, on va dire, d'une personne. C'est-à-dire qu'on peut avoir 80 ans et être en pleine forme, et 80 ans et être déjà un petit peu fatigué, avec des fonctions qui sont un petit peu fatiguées. Donc le vieillissement n'est pas le même chez tout le monde. Donc on ne va pas s'appuyer sur l'âge civil. Sur quoi peut-on s'appuyer? On peut s'appuyer sur ce qu'on appelle l'âge physiologique ou l'âge biologique. Et ça, c'est ce que savent faire les gériatres. Et la première chose de bon sens auquel on peut penser, c'est ce qu'on appelle, nous, les comorbidités, ce qui est écrit en bleu en haut, les autres maladies. C'est-à-dire, plus on vieillit, plus on accumule un certain nombre de maladies supplémentaires avec l'âge. Et donc, on peut dire qu'au-delà de 70 ans, au moins 2/3 des personnes ont 2 comorbidités associées. Donc, deux maladies simultanées. Alors, ça peut être un classique fréquent, l'hypertension, par exemple. C'est la moitié des gens, à peu près. Le diabète, c'est 10-15% à peu près des gens qui ont des problèmes de diabète. Donc, ça, c'est une première chose. Ce qui va avec, puis en jaune, là, c'est les traitements. Donc,
qui dit autre maladie, si ça ne suffisait pas, pourtant ça suffit déjà à fragiliser quelqu'un, mais en plus les traitements qu'on apporte, et d'autant plus qu'on a plusieurs maladies avec des traitements qui peuvent avoir des relations ou des effets croisés, forcément les traitements aggravent un petit peu les choses. Et puis après, il y a tout ce qu'on appelle les fragilités gériatriques. Les fragilités gériatriques, eh bien, ça couvre un certain nombre de domaines. Alors, l'état nutritionnel, c'est de bon sens, hein, la façon dont on s'alimente ou la façon dont on absorbe l'alimentation qu'on prend, c'est pas toujours pareil. Il y a le statut fonctionnel et physique. Statut fonctionnel, c'est la capacité pour les fonctions les plus fondamentales à se laver, s'habiller, faire sa toilette, manger, etc. etc. Mais c'est aussi des fonctions un petit peu plus fines, comme être capable de prendre ses médicaments, répondre au téléphone, prendre le bus, faire ses comptes, etc. Ça va aussi à l'état physique. Et l'état physique, c'est le risque de chute, par exemple. On comprend bien que quelqu'un qui a une fragilité de ce côté-là, mais ça risque de vite se dégrader. L'état psychique, l'humeur, le risque de dépression. C'est vrai que quand on vieillit, qu'on commence à devenir un peu plus dépendant, etc., on peut avoir une tendance à être un peu plus dépressif. Mais on peut le relier aussi à l'état cognitif, c'est-à-dire la mémoire, la capacité d'être adapté dans son environnement. Ça va à l'extrême jusqu'à la démence, bien sûr. Et puis après, il y a tout le contexte global du patient, c'est-à-dire son environnement social. Est-ce que le patient, il a toujours un époux ou une épouse? Est-ce qu'il y a un conjoint? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il s'entend bien avec ses enfants? Est-ce que ses enfants s'occupent de lui? Donc c'est le concept d'aidant qui est quelque chose de très important parce que c'est essentiel pour que quelqu'un puisse rester à son domicile, par exemple. Et puis, on pourrait même dire, on peut aller jusqu'au contexte économique aussi. Hein. Est-ce que les gens, ils ont la capacité d'être autonomes, y compris financièrement, ou est-ce qu'ils ont besoin d'aide, etc., etc. Tout ça, c'est des éléments qui définissent les gens. Donc, ça aboutit à ce que, finalement, la population âgée est très hétérogène, avec beaucoup de variabilité, même si cette variabilité, elle a probablement un sens. Et c'est des choses auxquelles on est en train de réfléchir. C'est tout un domaine de recherche, c'est-à-dire que de dire que la population âgée est hétérogène, certes, parce que c'est plein de combinaisons différentes, mais que ces combinaisons différentes sont peut-être pas liées au hasard, mais liées à ce qu'on appelle l'exposome. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. L'exposome, c'est bien sûr une partie de terrain à soi, ce qu'on est, sa génétique, sa famille, etc. etc. Une partie qui est liée à ce à quoi on s'expose volontairement, le tabac, l'alcool, par exemple, mais aussi des choses qui sont l'exposome où là, on n'est pas maître de ce qui se passe, c'est-à-dire notre exposition aux pesticides, à la pollution, etc. etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Et peut-être que si on identifiait les causes, on pourrait aller en amont, prévenir et éviter que les gens vieillissent un petit peu trop vite. Voilà. En tout cas, on comprend très bien dans votre description comment l'âge se définit à partir de paramètres très variés et très différents qu'il faut prendre en compte. Et on comprend très bien également quand vous nous dites l'âge civil ne suffit pas. Donc effectivement, le vieillissement ne dépend pas d'un âge civil, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Mais aujourd'hui, est-ce que les gériatres disposent d'outils est-ce que vous pouvez vous appuyer sur certains outils pour pouvoir déterminer finalement la fragilité des patients que vous rencontrez au quotidien? Oui, les gériatres ont un certain nombre d'outils pour évaluer les différents domaines, les différentes fragilités gériatriques dont j'ai parlé. C'est ce qu'on appelle l'évaluation gériatrique. Alors, le problème de l'évaluation gériatrique, c'est qu'il faut d'abord savoir la faire et puis il faut un petit peu de temps pour le faire et qu'il n'y a pas partout des gériatres pour s'en occuper. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé des outils de dépistage, gériatrique spécifique pour l'oncologie. C'est un questionnaire qui s'appelle le G8. C'est un questionnaire en 8 questions qui
qui brosse tous ces domaines, en fait, pour essayer d'avoir une petite idée de est-ce que le patient est potentiellement fragile ou pas. Si le patient n'est a priori pas fragile, eh bien, il peut poursuivre son chemin avec l'oncologue, bien entendu, en tenant compte de l'âge et du fait que c'est quelqu'un de plus âgé quand même. Mais si par contre le patient est potentiellement fragile, à ce moment-là, c'est là qu'idéalement, il faudrait lui faire voir le gériatre. Et là, le gériatre peut faire son évaluation gériatrique, identifier les fragilités, intervenir dessus et surtout conseiller l'oncologue. Voilà. Et si éventuellement il n'y a pas de gériatre, mais ça reste toujours possible que l'oncologue fasse quelque chose. Et à ce moment-là, il se sert de ce qu'on appelle les soins de support, c'est-à-dire il peut se servir de l'avis d'une diététicienne, de l'avis d'un kinésithérapeute, d'une psychologue, etc., qui vont guider pour identifier ces fragilités. Alors, on vient de le voir et vous l'avez dit un petit peu précédemment, la population dite âgée, en fait, elle est très hétérogène. Et qui dit hétérogénéité dit besoins spécifiques différents des patients. Finalement, aujourd'hui, comment est-ce que les besoins des patients sont pris en compte dans leur prise en charge? Ouais. Oui, mais d'abord, il y a plusieurs choses. On a un contexte français qui est un peu favorable. Par rapport à pas mal d'autres pays. Parce que la médecine est bien développée, il y a pas mal de gériatres et d'équipes qui sont compétentes, donc ça, c'est une force. Et puis, on a un institut du cancer qui a bien fait le travail, qui a bien pris en compte cette question-là. Sûrement pas assez par rapport à ce qu'on voudrait, mais globalement, l'Institut du cancer, depuis une vingtaine d'années quand même, s'est penché sur le sujet de l'oncogériatrie et a développé d'abord des unités pilotes de coordination oncogériatrique. Il y en avait une quinzaine. Puis des unités de coordination oncogériatrique qui la quadrillent l'ensemble du territoire français, métropolitain ou non. Donc toute la France est couverte par des UCOG qui ont pour objectif de passer la bonne parole et de faire en sorte que l'ensemble des hôpitaux de leur région aient la capacité de travailler et d'offrir une pensée oncogériatrique. Alors, dans chacun des hôpitaux, parce que c'est plutôt quelque chose qui est hospitalier, mais on a développé des unités, des équipes de soins dédiées. Ces unités, ces équipes s'appuient sur les recommandations développées par les sociétés savantes. Alors, la société savante, c'est bien entendu chacune des spécialités pour chaque type de cancer, mais c'est aussi la Société francophone d'oncologie gériatrique, donc on a une société dédiée pour ça, et qui agit vis-à-vis des autres sociétés pour essayer de les aider à développer des référentiels de pratique, par exemple. Dans chaque centre, bien entendu, chaque équipe qui est dédiée à ça va essayer de travailler, de convaincre les oncologues, les gériatres, les radiothérapeutes, les chirurgiens, etc., dans l'hôpital, mais aussi les correspondants avec qui on travaille, le médecin traitant, l'infirmière libérale qui va se préoccuper du patient, la diététicienne, l'assistante sociale, la psychologue, etc., etc. Tout ce petit monde. Et c'est l'ensemble de cette équipe. Donc, la prise en charge oncogériatrique, c'est multidisciplinaire, de fait, mais c'est aussi, comme en cancérologie, on aime bien il faut être multidisciplinaire, mais c'est aussi multiprofessionnel, c'est-à-dire que c'est pas un travail que de médecin, quoi. C'est un travail de l'ensemble de l'équipe soignante, c'est très important. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par demander aux patients quels sont ses objectifs, pourquoi il veut être traité. Et en général, les choses qui reviennent, c'est la qualité de vie. C'est sûr que quand on vieillit, la qualité de vie prend une proportion plus importante par rapport à la quantité de vie, quelque part. Quand on est jeune, la quantité de vie, bien entendu, prime. Et on accepte de perdre un peu en qualité de vie temporairement parce que c'est pour revivre normalement après. Quand on vieillit, forcément, ce rapport change un petit peu. Et puis, une chose qui est très importante pour les patients âgés, c'est l'indépendance. C'est-à-dire être capable de rester chez soi et que le traitement du cancer n'attaque pas trop cette indépendance,
que les gens puissent rester chez eux. C'est sûr que si on traite un cancer et qu'on le guérit, mais qu'à la fin, le patient il est obligé de vivre en maison de retraite, on n'a pas fait notre boulot, quoi. Ce qui va sortir de cette évaluation gériatrique, comme j'ai décrit tout à l'heure, ça va être aussi des conseils à l'oncologue. Comment il doit adapter les traitements. Alors, bien sûr, ça va être des conseils sur le traitement standard, c'est-à-dire qu'on a parlé de comorbidité avec des traitements qui sont proposés. Bon, ben, ça peut être adapter certains traitements, supprimer certains traitements qui parfois ont été reconduits, mais qui sont plus nécessaires ou qui sont à risque d'interaction. Donc, le rôle du pharmacien est important à ce niveau-là. Donc, adapter les traitements, anticiper les effets indésirables. Pour certains types de cancers, c'est tel type de traitement, il va avoir tel effet secondaire. Par exemple, s'il y a un traitement, il donne des fourmis dans les jambes qui aboutit à fragiliser un petit peu la marche, si c'est quelqu'un qui a déjà un risque de chute, bah, vaut mieux qu'on l'évite. Et à ce moment-là, ben, je sais pas, en digestif, plutôt que de proposer un Folfox, qui est une chimiothérapie classique, mais on va plutôt proposer un Folfiri, parce que on pense que les effets secondaires du Folfiri vont être plus faciles à tolérer pour ça. Et puis, dernière chose, et ça c'est un élément très important qui revient à ce que je disais au début, on demande au patient pourquoi il veut être traité, et ça veut dire que il faut qu'on se préoccupe des attentes et priorités des patients pour bien les soigner. C'est ce qu'on appelle la décision partagée. C'est-à-dire que, voilà, il y a un patient, un cancer, voilà le traitement qu'il faut proposer. Ça, on est capable de le définir entre soignants, très bien. Et après, il y a ce que le patient peut tolérer, et puis ce que le patient veut tolérer, ce qu'il accepte de tolérer. Et là, il faut qu'on fasse la synthèse. Et ça, c'est bien sûr quelque chose qui est collégial, mais à la fin, ça se termine en dialogue singulier entre l'oncologue et son patient. Il faut que ce soit une équipe. Voilà. Et puis, bon, voilà le tout dernier point. Mais le problème, c'est que ça, c'est une attitude idéale et qu'on tente à développer de plus en plus en France. Et je pense que beaucoup de patients peuvent bénéficier de ce type d'approche. Et c'est vrai qu'il y a des inégalités territoriales. Hein. Quand on vit dans une grande ville où il y a plus de médecins, c'est plus facile que quand on est dans la campagne. Bon, on vit dans une région, là, moi je vis dans une région qui est la Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine, c'est une très grande région. C'est la première région en termes de surface, mais c'est la troisième ou quatrième en termes de population. Donc, forcément, la population est dispersée et il y a des parties de la région où il y a moins de gros hôpitaux, il y a moins de soignants, et donc les gens sont un peu plus isolés. Et là, forcément, il y a beaucoup à faire. Alors, justement, pour essayer finalement de réduire ces inégalités territoriales dont vous parlez, mais peut-être aussi pour mieux intégrer les différents biomarqueurs du vieillissement que vous avez décrits tout à l'heure et pour lesquels, pour certains d'entre eux, en tout cas, on a encore besoin de pousser les recherches et d'encore mieux comprendre leur lien avec le cancer. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer le développement d'outils assez simples qui pourraient être justement transposés partout sur le territoire, qui intégrerait des paramètres qui ne sont pas uniquement les paramètres que vous venez de nous décrire et qui permettraient justement d'accompagner la décision par rapport à la prise en charge des personnes âgées partout en France. Ouais. Effectivement, la faiblesse du diagnostic gériatrique, c'est qu'il doit être compétent, il faut un gériatre, il doit s'appuyer sur une approche multiprofessionnelle avec un certain nombre de personnes. Et donc, ça demande de l'expérience. Et l'expérience, ça demande du temps, etc. etc. Et puis, le défaut, c'est que ce n'est pas quantitatif. Donc, une autre façon de faire, idéale, hein, ce serait d'avoir des biomarqueurs, c'est-à-dire une prise de sang qui va dire nutrition un peu fragile, locomotion, il y a une sarcopénie, j'emploie des gros mots, désolé, c'est-à-dire quand on perd du muscle, ce qui se manifeste avec l'âge, etc. Et
on imagine que c'est possible. Et il se trouve que la biologie du vieillissement, parallèlement, en dehors du cancer, a fait beaucoup de progrès. Et on commence à avoir des biomarqueurs de vieillissement qui peuvent être globaux, qui peuvent être par domaine particulier, etc. Et sur lequel on peut travailler. Ce qui n'est pas fait, par contre, c'est de savoir quel impact ça doit avoir en pratique. Comment on peut l'utiliser, à partir de quel seuil on peut agir, etc. etc. Donc, voilà, il y a pas mal de choses. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les hallmarks of aging. En fait, il y a les hallmarks, c'est un peu les marqueurs du vieillissement, les déterminants du vieillissement. Et on a la même chose qui a été fait en parallèle par une équipe, c'est un Espagnol, Carlos López Otín, Guido Kremer, c'est un Français. Ils ont essayé de poser sur le papier les grands déterminants du vieillissement, ce que la biologie a apporté. Et là, on voit qu'il y a des choses. Il y a des choses qui se passent. Alors, je pourrais dire des choses, par exemple, la sénescence des cellules. Sénescence des cellules, la sénescence, c'est un mécanisme de protection contre le cancer. C'est-à-dire que quand une cellule est exposée, par exemple, à un risque, à un stress, quel qu'il soit, une exposition à des radiations, ce que je sais, ou à des toxiques, il va y avoir des mutations, ça fragilise la cellule, et elle a deux solutions. Soit elle s'autodétruit, si elle considère que les dégâts sont trop importants, c'est ce qu'on appelle l'apoptose, soit elle se met en arrêt, et c'est ce qu'on appelle la sénescence. Et ça existe chez les gens jeunes comme chez les gens âgés. Mais plus on est âgé, plus on va avoir une accumulation de cellules sénescentes dans les tissus. Et pourquoi? Parce que normalement, la cellule, elle se met en arrêt, donc elle est sénescente, elle ne se divise plus, et elle commence à sécréter des petites protéines d'inflammation qui, en fait, ont pour rôle d'appeler le système immunitaire. Et chez quelqu'un de jeune, le système immunitaire, il va détruire ces cellules, les éliminer, affaire suivante. Mais quand on vieillit, ces cellules, elles continuent à produire des petits signaux inflammatoires qui appellent le système immunitaire, mais comme le système immunitaire, il a vieilli aussi, il ne vient pas toujours, et on va avoir une accumulation de cellules sénescentes. Et ça aboutit à deux choses. Un, une accumulation de cellules sénescentes dans les tissus qui appauvrit les tissus, qui appauvrit les réserves. Et puis deux, ce signal inflammatoire, pro-inflammatoire, qui est censé appeler le système immunitaire, il continue à être produit et c'est ce qui mène à une inflammation chronique et donc à un signal qui peut être pro-cancer. Donc tout ça, c'est un peu négatif. Alors, bien sûr, il y a des accumulations de mutations génétiques, un raccourcissement des télomères, ça, je ne rentre pas dans le détail des télomères, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure peut-être, ou des modifications épigénétiques. En tout cas, il y a plein de choses sur lesquelles on peut se baser qui pourraient tisser le lien pour arriver à identifier des biomarqueurs. Alors, on me fait signe qu'il faut qu'on accélère un petit peu, mais je voudrais quand même que vous nous disiez un mot du point de vue finalement de la recherche, quand même. Prendre un instant pour nous expliquer un petit peu, en recherche clinique en particulier, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui dans l'intégration de l'âge dans les travaux et dans l'intégration, j'ai envie de dire, des personnes âgées dans les essais cliniques. Oui, mais c'est un vrai problème parce que en fait, les essais cliniques, ils concernent essentiellement les patients jeunes. Parce que patients jeunes, c'est beaucoup plus simple qu'intégrer, on a parlé de cette hétérogénéité tout à l'heure, intégrer des patients âgés, c'est plus de risques de complications parce qu'on est sur une population hétérogène. Donc, c'est un peu plus difficile. Et le problème, c'est qu'on a besoin de ces données pour avancer. C'est ce qui nous manque. Alors, effectivement, face à tous ces constats que vous avez très bien brossés, on voit très bien la complexité de la situation, on voit les enjeux aussi. Et c'est effectivement ce qui nous a, nous, à la Fondation Arc, motivés pour s'attaquer à cette thématique. Notre objectif, en fait, ce qu'on a fait, j'essaie juste de repasser une diapo. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de lancer un grand programme cancer et vieillissement, justement, pour pouvoir
d'abord en mobilisant les compétences, les intelligences nationales de recherche, les oncologues, les gériatres, les anatomopathologistes, les chercheurs, etc. Essayer de mettre ensemble toutes ces personnes pour qu'elles puissent aider à identifier les spécificités de la biologie des cancers chez les personnes âgées, en gros de mieux comprendre la biologie des cancers quand on est chez une personne âgée. Et notre objectif à terme, c'est de pouvoir contribuer à développer de nouvelles stratégies innovantes dans la prise en charge des personnes âgées face à un cancer, donc à la fois au moment de la détection, du diagnostic, et puis du traitement, du soin de ces personnes. Alors justement, Pierre, dans le cadre de ce grand programme cancer et vieillissement de la Fondation ARC, vous avez pu bénéficier d'un soutien significatif puisque vous coordonnez un projet de recherche qui s'appelle CLASS et qui a pu bénéficier d'un soutien à hauteur de 3 millions d'euros par la Fondation. Est-ce que vous pouvez, on va explorer rapidement... Alors, je ne sais pas, Pierre, si vous m'entendez. On a un petit problème technique, on essaye de nous reconnecter avec le professeur Soubeyran. Alors, peut-être pour pas qu'on perde trop de temps, je vais vous reparler ce que je voulais vous dire à la fin. Je vais vous le dire maintenant sur le programme cancer-vieillissement de la Fondation ARC. Alors, je passe rapidement quelques diapositives, le temps que Pierre nous rejoigne. Mais voilà, le fameux programme dont je vous parle, cancer-vieillissement, qui a été lancé par la Fondation. Donc, on l'a lancé en 2022. Il y a eu 4 appels à projets successifs qui nous ont permis de soutenir 10 projets de recherche. Ces 10 projets de recherche ont reçu un soutien significatif de la part de la Fondation ARC, puisqu'il y a 13 millions d'euros qui ont été mis à disposition des chercheurs. Ces 10 projets, ils s'articulent autour de 48 équipes de recherche qui se situent un petit peu partout en France, puisqu'on a une couverture nationale complète, du moins du point de vue de la recherche sur le vieillissement. Il y a 48 équipes qui travaillent dans 12 villes en France autour de ces projets. Donc les projets sont très différents. Il y a des projets avec des durées plus ou moins variables, donc de 3 à 6 ans, et des envergures différentes. Mais en tout cas, ces 10 projets qui représentent un soutien de 13 millions d'euros de la Fondation ARC, j'en profite, mais vraiment, cette occasion, elle est précieuse pour moi pour remercier tous les donateurs et les testateurs de la Fondation, puisqu'en fait, ces projets n'auraient pas pu voir le jour sans votre soutien. C'est un soutien précieux qui permet donc à toutes ces équipes de recherche de mener leurs travaux et puis d'essayer de faire avancer toute la dynamique de la recherche dans ce domaine qui est, on l'a déjà bien compris, qui est vraiment central. Alors, j'espère qu'on va pouvoir... quelques questions. Je reviens. J'espère qu'on va pouvoir retrouver le professeur Soubeyran qui est en train de se reconnecter. Alors, je suis vraiment désolée pour ce problème technique. Je prends directement... Alors, je peux essayer de commencer peut-être à répondre à certaines de vos questions en attendant que le professeur Soubeyran se reconnecte. Donc, il y a une première question qui nous demande si la Fondation soutient des collaborations de chercheurs des collaborations de nos chercheurs avec des chercheurs d'autres pays. La réponse est oui. Donc, nous soutenons les équipes françaises, les chercheurs français, dans des programmes qui sont pour un certain nombre, pour la plupart d'ailleurs, menés complètement en France, mais ces projets s'inscrivent parfois dans des dynamiques internationales, beaucoup européennes, et nous soutenons les équipes françaises dans cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'on va soutenir les équipes françaises qui vont collaborer avec d'autres chercheurs pour pouvoir finalement mener des projets de manière accélérée. On va gagner du temps et en mutualisant les moyens entre pays. Mais nous finançons uniquement les parties françaises de ces projets. Alors après, il y a une autre question qui a été posée sur
les défenses immunitaires face au cancer, est-ce qu'elles baissent lorsqu'on vieillit? Alors, tout à l'heure, le professeur Soubeyran l'a évoqué, il y a toute une série de paramètres qui vont évoluer avec le vieillissement, et l'un de ces paramètres, c'est le système immunitaire des patients. Donc, en fait, le système immunitaire peut lui-même vieillir, peut être vieillissant, et avoir une activité qui n'est pas la même que quand on s'intéresse à des personnes qui vont avoir un âge un petit peu plus faible. Donc, en fait, toutes les thérapies qui s'appuient sur le système immunitaire vont devoir être adaptées aussi pour prendre en compte le vieillissement du système immunitaire. Alors, on a retrouvé Pierre. Désolé, coupure Internet, chez moi ça arrive jamais, mais ça, il est toujours coupé. Bon, vous avez réussi à vous reconnecter, donc c'est super. On en était à présenter votre projet finalement. Donc, on disait que voilà, vous mobilisiez plusieurs équipes autour du projet classe. Oui, alors je vais essayer d'être rapide, mais forcément pour qu'un projet comme ça marche, il faut qu'il y ait un certain nombre de compétences. Et il nous faut à la fois oncologue, voilà c'est moi, gériatre, c'est Rabia Boulassas de Nice. Il faut des compétences biologiques, il nous faut des gens capables de travailler sur les différents domaines des biomarqueurs. Donc on a Éric Gilson à Nice, Victor Appé à Bordeaux, Oliver Bischoff et Serge Adnaud qui sont à Créteil, à Paris. Et puis on a choisi, parce que la situation est déjà suffisamment complexe, on a parlé d'hétérogénéité des situations, on a choisi de se concentrer sur un seul type de cancer, et en l'occurrence les cancers bronchiques. Et donc on s'appuie sur un réseau, un certain nombre de chirurgiens, oncologues médicaux, de pneumologie, dans les 4 hôpitaux que j'ai cités, Hôpital Cochin, CHU de Bordeaux, Nice et Marseille, mais également sur un réseau qui est le groupe français de pneumocancérologie, qui est dirigé par Christophe Chouaïd à Paris et Romain Cor à Quimper. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de biomarqueurs, et effectivement, dans le projet classe, vous vous intéressez à certains biomarqueurs, mais justement, lesquels en particulier vous explorez dans ce projet? Il y a plusieurs cibles qui sont possibles. On l'a vu tout à l'heure avec les hallmarks du vieillissement, là, les déterminants du vieillissement. Alors, il y a ce qui est le plus intuitif, le vieillissement du système immunitaire. Plus, je l'ai déjà dit, avec l'accumulation de cellules sénescentes, plus on vieillit, moins le système immunitaire est compétent. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles on fait plus de cancers en vieillissant. Parce que le système immunitaire est censé nous défendre contre les cancers. Deuxième conséquence qui va dans le même sens, l'inflammation. Et l'inflammation, là aussi, c'est parce que ces cellules sénescentes produisent de l'inflammation, et puis qu'on a d'autres maladies qui sont dans le sens de l'inflammation aussi. Ça, c'est les équipes de Bordeaux qui travaillent là-dessus. En l'occurrence, l'équipe de Victor Appé, notamment. Ensuite, il y a les marqueurs épigénétiques. Marqueurs épigénétiques, c'est des petites choses qui sont capables d'activer ou d'inactiver certains gènes. Ça nous sert, par exemple, chez les patients pendant la vie fœtale. Donc, quand un bébé se développe dans le ventre de sa mère, il y a un certain nombre de programmes qui sont activés, qui vont tous s'éteindre au moment de la naissance. C'est le développement, tout le développement embryonnaire. Les marqueurs épigénétiques sont bien corrélés avec l'âge biologique, mais avec une certaine variation, et c'est cette variation qui nous intéresse, parce qu'elle pourrait rendre compte de l'état physiologique du patient, donc l'âge physiologique du patient. Et puis les télomères, donc j'en parle assez brièvement. Les télomères, c'est en fait les cellules, elles ont droit à un certain nombre de divisions. Au-delà d'un certain nombre de divisions, elles ne peuvent plus se diviser, et donc elles sont éliminées. C'est un processus de protection contre la reconduction d'anomalies, en fait. Ça paraît assez logique. Et on voit que les télomères, c'est des anomalies qui sont à la fois... les télomères sont globalement, toutes cellules confondues, plus courts chez quelqu'un d'âgé que chez quelqu'un de jeune. Ça a une certaine logique. Mais aussi, on voit que c'est quelque chose qui est important dans les cancers. Et puis, dernier point, les cellules sénescentes. Donc, on va travailler sur les tissus directement. Les 4 premiers, c'était sur le sang. Alors que les cellules sénescentes, c'est dans les tissus. Et il y a toujours une biopsie dans une situation de cancer. Et donc, on va travailler sur les tissus pour voir
caractériser cette accumulation de cellules sénescentes qui peut traduire l'appauvrissement. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui donne l'âge d'un tissu. Oui. Donc, vous avez une approche très large, vous regardez des paramètres très différents, très variables, et vous allez essayer de les combiner finalement pour essayer d'en tirer des indicateurs plus précis. Oui. Mais alors, comment est-ce que vous allez faire concrètement pour mener ce projet je fais bref, on le fait en 2 étapes. Une première étape, identifier des biomarqueurs qui nous semblent pertinents, intéressants. Et puis, ces biomarqueurs, on va les tester dans une étude prospective où on va, sur les patients qui voudront bien participer, à la fois les étudier au niveau gériatrique et intégrer ces biomarqueurs candidats. Et on va essayer de chercher une sorte de score, quelque chose qui va permettre d'identifier la fragilité. Et à la fin, l'idée, c'est que ça allégera un peu la part gériatrique, donc le travail des cliniciens, pour amener des choses qui vont être plus faciles quelque part, parce qu'elles sont biologiques et elles pourront être analysées. Donc voilà un peu l'idée. Donc on est en cours d'analyse sur la première partie pour identifier des biomarqueurs. On a commencé déjà à avoir des résultats. Et l'étude prospective, l'étude clinique, elle est lancée. Et il y a déjà des patients qui participent. Il nous faudra à peu près 400 patients pour être capable. Donc, d'ici la fin de l'année 2026, on devrait avoir nos biomarqueurs candidats. Et j'espère qu'on se rapproche d'avoir l'ensemble de notre collection de patients participants pour lesquels on aura et les données gériatriques et la collection prospective des données pour lesquelles on pourra rajouter les biomarqueurs. Alors, on mesure très bien la complexité de votre programme et on peut s'interroger, est-ce qu'un programme comme ça est facile à monter et est-ce qu'il aurait finalement pu exister sans ce soutien assez significatif apporté par la Fondation ARC? Oh, non. La Fondation ARC a vraiment été d'un très, très grand soutien et je dirais que le programme Cancer et Vieillissement, pour nous, est essentiel parce qu'il permet de donner du sens clinique à quelque chose de biologique. Les biologistes tout seuls, ce qu'ils veulent, c'est comprendre. Alors, ça nous aide énormément, hein, mais il faut le récupérer pour faire de la recherche translationnelle, comprendre, etc. Là, on intègre ensemble des cliniciens et des biologistes. Donc, moi, je suis là pour donner du sens clinique, pour que ça serve aux patients. Et les biologistes, en fait, ils sont très intéressés parce que, à la fois, eux, donner du sens clinique, ça leur plaît. Ils ont envie d'être utiles, c'est logique. Mais en même temps, ils peuvent continuer à faire progresser la connaissance et mieux comprendre, etc. Donc, ils remplissent leurs 2 objectifs quelque part. Donc, je pense que c'est essentiel. Oui, non, sans vous, un programme comme ça ne pourrait pas voir le jour. Alors, quand vous étiez déconnecté, j'en ai profité pour justement rappeler les chiffres autour de ce grand programme, les nombres de projets, les montants, donc les 10 projets soutenus pour 13 millions d'euros. J'en profite encore une fois pour réitérer mes remerciements. Sans les donateurs et les testateurs de la Fondation ARC, on ne pourrait pas mener ce type de recherche. J'en profite également pour vous remercier, Pierre, parce que d'abord pour toutes ces informations très instructives que vous nous avez partagées, mais aussi pour tout votre engagement au quotidien dans les laboratoires et à l'hôpital auprès des patients. Merci pour tout ça. Et si vous le voulez bien, on va un petit peu accélérer pour passer aux questions directement. Je vais ouvrir les questions et je vous les partagerai au fur et à mesure. Oui. Alors, il y a une question un petit peu, on vous titille un petit peu. Y a-t-il une bonne nouvelle concernant cette thématique du cancer et du vieillissement ? Et l'espoir derrière dans la question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un médicament ou une pratique qui pourrait, qui serait déjà passé en routine ou qui serait proche de passer en routine? Alors, il y a dans les biomarqueurs qu'on va tester, il y a des tests très simples, c'est-à-dire des choses qui existent déjà, qui ont été testées en population générale, pas en situation de cancer, mais qui ont été testées en population générale et qui sont des éléments de prise de sang standard. C'est vraiment très simple. Et ça,
ben, on va le tester de fait. Là c'est pas un biomarqueur, c'est vraiment un âge biologique qui a été défini dans la littérature à partir d'une très grande série de patients, mais pas avec cancer, encore une fois. Et bon, ça c'est quelque chose qui va être utilisable immédiatement, qui définit l'âge biologique. Ça, c'est certainement une première chose. Après, il y a de l'espoir, c'est sûr, parce que il y a des traitements qui sont en train d'être développés. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des traitements, on dit sénolytiques. Sénolytiques, c'est-à-dire essayer de détruire les cellules sénescentes dans les tissus pour laisser de la place aux tissus pour qu'ils puissent se réexpandre et redonner une certaine capacité de résistance au stress des patients âgés. Ça, c'est quelque chose qui est en train d'être développé et il y a des médicaments qui sont en cours de développement. Alors, c'est pas des choses qui sont encore en routine, hein, mais c'est des choses qui approchent quand même. On peut espérer dans un avenir pas si lointain finalement en entendre parler à l'hôpital. Il y a une autre question. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi il n'y a pas aujourd'hui de dépistage organisé à partir de 75 ans? Ben, c'est une très bonne question. C'est une question très juste. Et effectivement, ben, en fait, le dépistage, il est défini à partir d'études épidémiologiques qui ont été faites il y a longtemps. Hein, c'est cancer du sein, cancer du côlon, cancer du col. Ça a été défini il y a longtemps et à une époque où l'espérance de vie était un petit peu moins longue. Donc maintenant, il serait assez logique de commencer le dépistage du cancer du côlon un peu plus tôt et de terminer le dépistage des cancers du sein et du cancer du côlon un peu plus tard. Et ça, c'est quelque chose qui a très bien été identifié dans la stratégie décennale cancer qui est développée par l'INCa. Et il y a certainement des gens qui travaillent dessus pour essayer de réfléchir. Bon, ça, c'est un premier point. C'est sur le dépistage organisé. Mais après, il y a la capacité de faire un dépistage individuel. Dépistage individuel, c'est les femmes qui s'autopalpent les seins ou quand elles vont voir leur médecin généraliste une fois par an, que le médecin les examine systématiquement. Il y a quand même pas mal de choses qui sont possibles à faire. C'est le toucher rectal pour les cancers de prostate, c'est le dosage des PSA, c'est des choses qui sont assez simples et qui peuvent être faites chez les patients censés être à risque. Donc, il faut appliquer. Ouais. Alors, on a une question. Lorsque les 5 fils d'une même famille sont tous décédés d'un cancer du poumon, que doit faire sa descendance par anticipation pour éviter ce cancer? Alors, je ne suis pas forcément le plus compétent pour répondre à ce genre de questions, mais on considère que quand il y a plus de 3 cancers dans une famille, il y a une suspicion d'origine familiale. Bon, les origines familiales, c'est relativement rare quand même. Mais, malgré tout, au-delà de 3 cancers dans une famille, il faut s'en préoccuper. Là, c'est 5, donc c'est déjà nettement plus, et c'est que des cancers du poumon. Donc là, il faut certainement se réfléchir sur le sujet. Alors, il y a 2 choses en général pour que plusieurs cancers surviennent dans une famille. Il y a le côté exposome, c'est-à-dire le contexte auquel les gens sont exposés. S'ils sont tous fumeurs, forcément, il y a un risque qui est évident. Mais il peut y avoir aussi des tas de choses qui sont familiaux, pas forcément d'origine génétique. Et donc, je pense qu'il faut en discuter avec vos médecins et que la question de recherche en génétique familiale, c'est-à-dire essayer de refaire un arbre généalogique, savoir où sont les personnes et s'il y a une possibilité de lien génétique entre ces différentes personnes, etc. Ça, ce sont des choses qu'il faut documenter. Et à ce moment-là, il peut y avoir des tests à faire pour essayer d'identifier les anomalies identifiées chez les personnes concernées et voir si elles sont chez les jeunes personnes de la famille et qui donc sont exposées.
Alors, on va revenir sur une question qui vraiment sur le cœur qui rejoint le cœur de notre sujet aujourd'hui. Il y a une personne qui nous dit: j'ai entendu dire que la chimiothérapie n'était pas conseillée après 70 ans pour soigner un cancer du sein. Qu'en pensez-vous? Mais derrière cette question, il y a finalement la question plus large des traitements qu'on peut considérer comme un peu forts et qui peuvent être considérés un peu trop forts à partir d'un certain âge. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Pierre? Mais c'est sûr que plus on vieillit, plus on est à risque d'avoir des complications avec les différents traitements. Ça va dépendre totalement des types de chimiothérapie, de leur intensité et du type d'effet secondaire. Comme je le disais tout à l'heure, certaines chimiothérapies vont être à éviter chez quelqu'un d'âgé, risque de chute et troubles neurologiques au niveau des membres inférieurs, par exemple, avec les dérivés des platines pour ce type de traitement. Il n'empêche, ça doit être de l'évaluation de niveau individuel, à mon avis. C'est-à-dire que c'est pour chaque patient qu'il faut évaluer quels sont les risques qu'il faut exclure, qu'il ne peut pas supporter, et quels sont les risques qu'il peut éventuellement tolérer. Parce qu'il y a chimiothérapie, il y a thérapie ciblée et thérapie ciblée, parce que de plus en plus, on fait des thérapies ciblées, souvent des combinaisons des deux d'ailleurs. Hein. Et là, il faut s'adapter. Donc, la réponse à ça, en général, c'est qu'il n'y a pas de réponse globale. Il y a forcément des réponses individuelles et il y a forcément une évaluation de chaque patient et de ce qu'il, lui, souhaite accepter ou pas. Ça m'est arrivé de voir des dames âgées, par exemple, qui, à 84 ans, ne voulaient juste absolument pas perdre leurs cheveux. Et c'était une condition sine qua non. Bon, voilà, s'ils ne veulent pas perdre leurs cheveux, mais à ce moment-là, on s'adapte. Mais sachant que dans le deal, ce qu'on dit aux patients, ça peut être au prix d'une perte d'efficacité. Mais bon, de toute façon, c'est le patient qui a le dernier mot. Hein. C'est le patient qui décide. Hein. Oui, on a bien compris cette décision partagée, mais éclairée surtout, et la prise en compte du patient à part entière dans la décision qui sera prise. Alors, il y a des personnes qui s'interrogent dans le chat sur la possibilité de participer à votre étude classe. Comment est-ce qu'ils pourraient participer à cette étude? Ou même de manière générale, au-delà de 75 ans, comment est-ce qu'on peut participer à une étude clinique? Alors, le problème, c'est qu'il n'y en a peut-être pas assez par rapport aux besoins, hein, c'est clair. Globalement, participer à classe, ça veut dire être pris en charge dans un service de pneumologie, l'hôpital Cochin, du CHU de Bordeaux, du CHU de Nice ou du CHU de Marseille. Voilà, il n'y a pas d'autres centres, il n'y aura a priori pas d'autres centres ouverts parce qu'on va faire l'essai normalement sous 2 ans dans les 2 années qui viennent. Voilà. Après, il y a plusieurs autres études qui sont en cours en France. Hein. Il y a même pas mal d'études qui sont en cours en France. Moi, je coordonne une autre étude qui utilise des outils digitaux pour les patients âgés, multimorbides, etc., pour essayer de collecter les symptômes des patients à domicile et qu'une infirmière les recueille sur son ordinateur et puisse réagir au fur et à mesure, par exemple. Bon, ça, c'est ouvert dans un certain nombre de centres français, que ce soit à Bordeaux, bien sûr, mais aussi à Bayonne, à Nice, à Cannes, à La Roche-sur-Yon, à Thonon, à Paris et à Saint-Malo, par exemple. Voilà, puis après, il y a pas mal d'autres études qui sont ouvertes. Mais après, toute personne, quel que soit son âge, peut participer à une étude. Hein, voilà. Puis l'espoir, c'est que ces études puissent avancer suffisamment rapidement pour que ensuite les résultats puissent être disponibles pour tout le monde, partout en France. Alors, il y a beaucoup de questions. Il y a des questions sur l'exposo, mais vous l'avez évoqué, on dépend des expositions auxquelles on a soumis notre organisme. Il y a des questions sur, et on n'aura pas le temps de toutes les évoquer, mais celle-ci, elle est revenue plusieurs fois, donc je voudrais quand même vous la poser rapidement. Est-ce que manger bio peut permettre de faire reculer certaines pathologies et aider les patients finalement à passer entre les gouttes, et notamment les gouttes du cancer? Ouais.
Vaste question. Alors, je vais vous dire ce que je fais moi. Mais on sera tout pareil. Non, je pense que d'abord, il faut varier. Il faut varier beaucoup. Il faut manger beaucoup de légumes, il faut manger des fruits, il faut manger de la viande, certes, mais il faut varier. Il ne faut pas manger trop de viande rouge. Vous pouvez aller sur le site de l'INCa qui voit les cancers sur lesquels on peut intervenir par notre contexte de vie. Donc, il faut varier. Il faut essayer de connaître l'origine des aliments qu'on prend. Donc, je dirais qu'il faut plutôt manger local et plutôt des légumes de son jardin si on peut le faire, ou des légumes. Bah, si les gens sont en bio, c'est plutôt mieux. C'est fait pour ça, hein. Donc, oui, il faut plutôt. Personnellement, je cherche à avoir des produits bio et je cherche à avoir des produits locaux, pas des produits qui viennent Moi, je ne cherche pas à manger des tomates en hiver, je cherche à manger des tomates à la saison, etc., etc. Je prends plutôt ma viande chez le boucher parce que le boucher, en général, il travaille avec des éleveurs locaux, etc., etc. Donc, j'essaie de faire attention à ça. Et surtout de manger varié, beaucoup de légumes différents, etc., etc. Varier l'alimentation, je pense que c'est très important. Alors, on pourrait continuer encore pendant longtemps, mais on va devoir clore cet échange. D'abord, je voulais vraiment remercier les personnes qui nous écoutent pour les nombreuses questions qui démontrent vraiment leur intérêt pour ce sujet, et vraiment désolée de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions que vous posez. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour cette conférence. Merci Pierre de nous avoir éclairé sur ce sujet. On espère vraiment que ce webinaire vous a aidé à mieux comprendre les enjeux sur les liens entre cancer et vieillissement, et pourquoi il était essentiel de s'y intéresser et de soutenir la recherche dans ce domaine en particulier. J'ai quelques informations techniques à vous donner avant de vous laisser partir. Vous pouvez d'abord retrouver les précédents webinaires via un lien qui vient d'être posté dans le chat. Il y a eu plusieurs autres webinaires, comme on vous l'a dit, donc n'hésitez pas. Et puis, vous allez recevoir le lien du replay de ce webinaire-là, de cet échange-là, par mail très prochainement. Et puis, il sera disponible sur notre site. Donc voilà, je vous remercie encore. Merci beaucoup, Pierre. C'était passionnant. Avec plaisir. Et bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.